Alors, je vais m'intéresser à l'exercice 2 du sujet Liban mai 2019 pour les élèves de terminale S. Ce sujet traite des nombres complexes. Donc, on me parle d'un repère orthonormé au UV avec une certaine unité. On appelle f la fonction qui a tout point m distinct du point O et d'affixe nombre complexe z. Donc, lorsque j'ai un point m d'affixe z, eh bien j'ai une fonction f qui me donne un nouveau point qui est m' et qui va avoir pour affixe z'. Le z' n'est pas n'importe quel nombre complexe. Le z', il répond à z' égale moins 1 sur z. Alors, donc on a une fonction qui envoie un point sur un autre point. En effet, ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent avec les nombres réels, qu'on ne voyait jamais avec les nombres réels, puisque pour les nombres réels, quand on était dans un repère comme celui-là, eh bien, on pouvait tout représenter sur le même graphique en disant j'ai un x et je vais calculer son image, hop, par exemple. Si l'image de x m'amène ici, je disais l'image c'est f de x, et donc sur le même graphique, je pouvais lire x et son image de manière assez simple. Ici, dans l'ensemble des nombres complexes, un souci, qui n'en est pas vraiment un, mais pour représenter justement ces fonctions qui envoient un point sur un autre, eh bien c'est vraiment, on a un point sur le graphique qui représente un nombre z. Donc, mon point, par exemple, s'il est ici d'affixe z, il correspond à un a qui est la partie réelle et à un b qui est la partie imaginaire. Et donc, on comprend bien qu'ici, b n'est pas l'image de a ou quoi que ce soit. M, c'est mon point de départ qui a une abscisse et une ordonnée qui correspond du coup à une affixe complexe. Et donc, c'est tout ce point qui va être envoyé à l'aide de cette fonction ici, qui va être envoyé sur un nouveau point m' qui correspond à un nouveau nombre complexe z', qui va avoir lui-même, ce z', il va avoir sa partie réelle et sa partie imaginaire, et peut-être que le point m va être envoyé sur un point m' qui se trouverait ici, et que du coup, l'abscisse du point m' et l'ordonnée du point m' me donneraient la partie réelle et la partie imaginaire de ce nouveau nombre complexe z'. Donc en fait, ce qui change un petit peu par rapport aux fonctions sur les réels, c'est que ici, sur un même graphique, je vais avoir un point et son image qui vont être des points placés en fonction de ce que j'aurais trouvé par les calculs. Donc l'image que je vous donne en général, c'est d'imaginer que le point M est quelque part, qu'on éteint la lumière, qu'on rallume et qu'il se trouve ailleurs, en M' justement. Donc M' est relié au point M, c'est son image. Voilà pour ça. Du coup, dans la question 1, on me demande la forme algébrique de l'affixe du point A'. Donc l'affixe du point A', que je pourrais noter ZA', en fait, c'est l'image de l'affixe de A, donc c'est ZA' finalement. Donc c'est-à-dire 1 sur ZA. Ça, avec un moins, pardon, hop, moins 1 sur ZA. Ce qui donne ici moins 1 sur moins 1 plus i. Alors, cela me donne moins 1 sur moins 1 plus i. Cette forme n'est pas la forme algébrique, puisqu'une forme algébrique, c'est une forme qui s'écrit sous la forme a plus ib, avec a et b qui sont des nombres réels. Donc, je connais la méthode pour ne plus avoir de i au dénominateur. Je vais multiplier au numérateur ainsi qu'au dénominateur par le complexe conjugué du dénominateur. Le complexe conjugué, c'est
je garde la partie réelle, moins 1, mais je change le signe de la partie imaginaire. La partie imaginaire, je vous rappelle, c'est le coefficient qui accompagne le i. Donc la partie imaginaire ici vaut 1, ça devient donc moins 1, ce qui me donne moins i. Je multiplie au numérateur également par moins 1 moins i. Je poursuis mon calcul sur le côté. C'est égal à moins 1 fois moins 1, 1. Moins 1 fois moins i, i. Au dénominateur, je vous rappelle la propriété qui dit que si j'ai un nombre complexe qui s'écrit a plus ib, son conjugué s'écrit donc a moins ib, c'est bien ce qu'on a ici. On a cela ici, avec le a qui vaut quoi? Moins 1 plus i, ce serait a plus ib, donc le a, ce serait moins 1. Et le b, ce serait le coefficient réel qui accompagne le i. Si ici on ne voit rien, c'est que b vaut en fait 1. Ça fait donc 1 fois i, c'est-à-dire je ne vois que le i. Donc je suis bien dans ce cadre-là, et j'ai multiplié z avec son conjugué. Z fois z bar, je vous rappelle la propriété, c'est que cela vaut a carré plus b carré. Ça se redémontre facilement. Il suffit de faire les calculs. A plus IB fois A moins IB. Vous développez tout. Vous allez arriver à cela. Donc, moi, le A valait moins 1. Le B valait 1. Je peux directement l'appliquer, puisque là, je fais un nombre complexe fois son conjugué. J'applique la formule. Ça me donne A moins 1 au carré plus B qui vaut 1 au carré. Je me retrouve donc avec 1 plus I divisé par 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Je vais donc l'écrire. Cela me donne 1 plus i divisé par 2. Cette forme n'est toujours pas la forme algébrique. Je vais donc séparer ma fraction, ce qui me donne 1 demi plus i sur 2. D'accord? Alors des fois, les élèves me posent la question, comment fait-on? Eh bien, en fait, c'est l'opération inverse que de mettre au même dénominateur, hein. Ici, quand j'ai deux dénominateurs qui sont les mêmes, vous avez l'habitude de recréer une seule fraction, eh bien c'est la même chose dans l'autre sens. C'est la même égalité. Et donc je me retrouve avec 1 demi plus i divisé par 2, c'est i multiplié par l'inverse de 2, donc c'est 1 demi de i. Je me retrouve donc avec z A', dont la forme algébrique est 1 demi plus 1 demi de i. Je vais recopier ici pour le garder en mémoire. Alors, dans cette question 1b, on me donne la fixe du point B qui est égale à 1 demi de l'exponentielle de pi sur 3. C'est donc l'écriture exponentielle du nombre complexe zb. On me demande l'écriture exponentielle de la fixe de l'image du point B. On me demande donc la fixe de B'. La fixe de B', j'applique ma formule, c'est moins 1 sur ZB. Je remplace mon écriture, donc ça me donne 1 moins 1 sur 1 demi de exponentielle i pi sur 3. Ici, il y a plusieurs manières de mener le calcul. Donc, je vais vous développer la manière que je vois le plus souvent sur les copies des élèves. C'est donc de dire que cela me donne moins 1 sur exponentielle i pi sur 3 sur 2. Et donc de dire que diviser par nombre revient multiplier par son inverse. Et donc obtenir moins 1 fois l'inverse de ma fraction que j'ai en bas. Donc l'inverse de exponentielle de i pi sur 3 sur 2, c'est 2 sur exponentielle i pi sur 3. Ce qui me donne, je continue mon calcul ici car je n'ai plus de place en dessous, ce qui me donne moins 2 sur exponentielle i pi sur 3. Ce que je peux voir comme étant moins 2 fois 1 sur exponentielle de i pi sur 3.
effectivement, hein, toujours pareil, si on a du mal à le voir dans un sens, on le regarde dans l'autre, puisqu'on a plus l'habitude ici de multiplier le numérateur pour obtenir cela. Et donc ici, je sais aussi que l'inverse d'une exponentielle, cela revient à écrire l'exponentielle avec le signe opposé dans l'exposant. Donc 1 sur exponentielle i pi sur 3, c'est en fait égal à exponentielle moins i pi sur 3. Alors, je vais l'écrire un petit peu plus bas pour pas qu'il y ait de confusion dans ce qui est marqué. Voilà. Donc ça, c'est la fixe du point B'. Je pourrais penser que cela est la forme exponentielle de ZB'. Le problème est que dans une forme exponentielle qui s'écrit sous cette forme-là, r exponentielle iθ, eh bien, le r doit être strictement positif puisqu'il correspond au module de ZB'. Et qu'est-ce que cela représente sur un graphique? Sur un graphique, cela représente le module R. Ça représente le rayon du cercle sur lequel notre point se situe. Donc, c'est-à-dire que notre point se situe sur un cercle de centre O, et le rayon de ce cercle, c'est ça qui est le fameux nombre R, c'est donc une distance, et donc moins 2 ne convient pas. Pour avoir une forme exponentielle, il va falloir que moins 2, ici, enfin plutôt que devant l'exponentielle, j'ai un nombre positif. La méthode pour transformer, lorsque j'ai un nombre négatif devant mon exponentielle complexe ici, la méthode pour transformer le nombre négatif en, entre guillemets, un nombre positif, alors bien sûr il n'est pas transformé, mais on va s'arranger pour qu'il n'y ait plus le moins. La méthode est celle-là. Moins 2, je peux le voir comme étant égal à 2 fois moins 1. Ce qui me donne donc 2 fois moins 1 fois l'exponentielle de moins i pi sur 3. Et c'est le moins 1 que je vais transformer en exponentielle complexe, et donc il va en quelque sorte rentrer dans l'écriture de l'exponentielle pour laisser simplement le 2, qui est bien positif, devant. Ce nombre moins 1, pour trouver son écriture exponentielle, on ne va pas faire une méthode compliquée où il faudrait trouver le module, etc. On va rester de manière assez simple. On va le retrouver par le graphique. Alors, lorsque je fais mon repère orthonormé direct, ici, je me retrouve avec, voilà, donc il n'est pas très bien fait, mais dans l'idée, c'est cela. Eh bien, je me retrouve moins 1. Si je le place, c'est un nombre réel, donc il est sur l'axe des réels. D'accord? Abscisse moins 1. Et donc, la partie imaginaire valant 0, eh bien, mon point se situe ici. Je peux donc trouver son écriture exponentielle, puisque je sais que ce point-là est sur un cercle de rayon 1 et de centre O, ce qui veut dire que le module ici, la distance, là, le rayon du cercle sur lequel il se trouve, c'est 1. Donc je sais que moins 1, eh bien en fait, pour son écriture exponentielle, j'ai 1 pour le module, fois exponentielle de i, et je vais trouver un argument là-haut, et donc ici, je me rends compte que moins 1, l'angle que forme O et le point donc, qui représente moins 1, c'est un angle de mesure pi radian modulo de pi. Je peux donc dire que en fait, le point qui est placé à l'abscisse moins 1 ici, que j'ai mis en vert, eh bien, a pour module 1 et pour argument pi modulo de pi. Donc, il peut s'écrire, le nombre moins 1 pourra toujours s'écrire 1 exponentielle de i pi, c'est-à-dire tout simplement exponentielle de i pi. Cela me permet de le remplacer dans l'écriture ici. Donc, c'est parti, cela me donne 2 fois exponentielle i pi. Je n'ai pas mis le 1 parce qu'une fois exponentielle i pi me donne exponentielle i pi, fois exponentielle moins i pi sur 3. Un produit de deux exponentielles,
je peux écrire que ça me donne une exponentielle et dans l'exposant, je fais la somme. Donc exponentielle ipi moins i pi sur 3. Je peux factoriser dans mon exponentielle par i. Cela me donne 2 exponentielles de i pi moins pi sur 3. Pour faire cette opération, je mets au même dénominateur. Pi, c'est égal à 3 pi divisé par 3. Donc ici, pi, ça me donne 3 pi sur 3 moins pi sur 3. Alors, je vais tout écrire. 2 exponentielles de i, 3 pi sur 3 moins pi sur 3. Et ce qui me donne 2 exponentielles de i, 3 pi sur 3 moins pi sur 3. Cela me donne plus que 2 pi sur 3. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien la forme exponentielle de zb', puisque devant l'exponentielle complexe ici, j'ai bien un nombre positif. On me demandait maintenant de placer mes points A, B et B' sur un graphique. Donc je fais mon graphique, donc bien sûr je n'ai pas respecté l'unité de 2 cm, puisque mon but est que vous voyez quelque chose à la vidéo. Donc, j'ai un graphique. Alors, il y a 2 cercles qui sont tracés. À la base, ils ne sont pas tracés sur mon graphique, mais je les ai faits parce que c'était un peu long à faire pour que ça ressemble à des cercles. Donc, je les ai déjà faits. Je vais expliquer à quoi ils servent. Et j'ai aussi déjà placé les points A et B, mais je vais réexpliquer comment j'ai fait pour les placer. Mon point A, il a pour affixe ZA qui vaut moins 1 plus I. J'ai donc une forme algébrique face à moi. Je vais donc utiliser pour placer le point d'affixe ZA. Donc pour placer mon point A, je vais utiliser les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire que ma forme algébrique me donne en partie réelle, moins 1, ça correspond à l'abscisse du point A, et la partie imaginaire, qui est le coefficient qui accompagne le I, et qui vaut donc 1. Ici, ça va être l'ordonnée de mon point. Donc les coordonnées du point A, grâce à la forme algébrique de ZA, je sais qu'elles valent moins 1, 1. J'ai donc placé mon point à l'abscisse moins 1, l'ordonnée 1. J'obtiens le point A. Pour, du coup, ZA', je parlerai du point B après. Pour ZA', je vais donc regarder la forme algébrique que j'ai trouvée à la question 1A et j'avais trouvé 1 demi plus 1 demi de I. Pour les mêmes raisons que pour le point A A' va donc avoir comme coordonnée partie réelle 1 demi et en ordonnée partie imaginaire qui est le nombre réel qui accompagne le I et qui vaut 1 demi. Mon point A' a donc comme coordonnée 1 demi, 1 demi. Du coup, je vais déplacer un petit peu ma lettre B. Mes coordonnées 1 demi veut dire 1 demi en abscisse, donc c'est ici, puisque j'ai 1 qui faisait tout ça. 1 demi en ordonnée, ça me place mon point A' à cet endroit-là. Je le fais d'une autre couleur parce que c'est une image d'un point que j'avais à la base sur mon graphique. Donc les points de base, je les ai placés en vert et je vais mettre en rouge leurs images. En ce qui concerne le point B, donc je vais réexpliquer comment j'ai placé le point B ici. Donc j'ai effacé le nom d'ailleurs. Le point B, j'ai observé son affixe. Alors le fait est qu'elle m'était donnée sous forme exponentielle. Alors j'aurais pu m'embêter à la réécrire sous forme algébrique, etc. Mais bon, déjà ça m'aurait pris du temps et ça n'aurait pas été très judicieux pour le placer. Car ici, avec la forme exponentielle, on peut le placer assez facilement. Donc, ça revient à se redemander ce que signifie le nombre placé devant l'exponentielle et le nombre dans l'exposant ici. Ça, cette forme exponentielle veut dire que 1 demi, ça veut dire que mon point B est sur un cercle de centre O, toujours, de rayon 1 demi. C'est pour ça que j'ai tracé le cercle qui a pour rayon 1 demi. Sur mon graphique, c'est parce que je sais que le point B
et sur ce cercle. Actuellement, je ne sais pas encore quel point du cercle est le point B. Mais lorsque je regarde maintenant le nombre qui était en haut et qui est un argument de mon nombre complexe, cela veut dire que l'angle formé avec le vecteur U, que je n'ai pas tracé ici, mais que je pourrais représenter par exemple partant de 0 arrivant en 1, eh bien l'angle formé du coup de là au point B, c'est un angle qui vaut pi sur 3. Pour placer le point du cercle qui forme un angle de pi sur 3 avec cet angle-là, je me rappelle de la méthode avec le cercle trigonométrique. La méthode, c'est quel que soit le rayon du cercle ici, je vais prendre la moitié du rayon et je vais monter jusqu'à mon cercle. Ici, je vais me retrouver avec un angle de pi sur 3. Si je fais dans l'autre sens, ce sera un angle avec une mesure de moins pi sur 3, puisque je serai parti dans ce sens-là. Du coup, ici, je me suis placé à la moitié du rayon. La moitié du rayon, comme le rayon c'était 0,5, un demi, je me suis placé à la moitié, c'est-à-dire un quart ou 0,25. Et je suis remonté, du coup, parallèlement à l'axe des ordonnées, jusqu'à mon cercle pour placer mon point B. Je vais maintenant placer le point B' sur mon graphique. J'ai donc recopié la forme que l'on avait fait trouver pour la fixe de B'. La fixe de B', c'était 2 exponentielle de I de pi sur 3. Je repars avec le même raisonnement que pour placer le point B, c'est-à-dire que le nombre qui est devant le module ici, eh bien, représente le rayon du cercle sur lequel se trouve le point B', cercle qui est toujours de centre haut. Hein. Donc le rayon est égal à 2, je sais donc que le point B' se situe sur ce cercle. Donc, B', ici, donc il est sur un cercle de rayon. Donc cercle de rayon. Le centre, c'est O, bien entendu. Ce sera toujours O. Et ensuite, je me retrouve avec un argument qui est de 2pi sur 3. Donc ça veut dire que l'angle avec le vecteur qui m'a servi à dessiner mon axe des abscisses, donc l'angle avec U. U, c'est le vecteur, hein, je vous rappelle, que je pourrais représenter partant de 0 allant jusqu'à 1 ici. L'angle avec U doit donc être 2pi sur 3. Donc la question revient à comment fabriquer mon angle de 2pi sur 3. Donc c'est 2 fois l'angle pi sur 3 hein, qu'on avait pris. Alors je vous rappelle la petite méthode avec le cercle trigonométrique. Voilà. Pour placer un angle de 2pi sur 3, j'imagine que la petite méthode pratique pour couper une pizza en 6. Alors effectivement, lorsque j'ai tracé mon cercle, pour couper ma pizza en 6, il faut d'abord que je coupe avec mon couteau, voilà, comme cela, ma pizza. Et ensuite, il faut que je fasse des parts d'une mesure de pi sur 3. Pourquoi? Parce qu'une moitié de pizza représente un angle de pi, puisque la pizza entière représente un angle de 2pi. Donc moitié de pizza, angle pi, il faut donc que je le coupe en 3, cet angle. Donc ma moitié de pizza, pour la couper en 3 parfaitement, la méthode, c'est que j'imagine dans ma tête le milieu du rayon ici, et je remonte dans ma tête ici, et je viens prendre le bord de la pizza ici, et c'est là que je vais placer mon couteau pour couper. Je fais pareil de l'autre côté, j'imagine le milieu ici, hop, et je viens couper. Alors pourquoi je peux faire ça? Parce que je sais que le cosinus de pi sur 3 vaut 1/2. Donc il faut que je prenne la moitié du rayon pour avoir ici un angle de pi sur 3. Je peux très bien couper de l'autre côté de la même manière si jamais je souhaite couper ma pizza réellement en 6. Voilà, j'ai 6 parts égales. Moi maintenant, on me demande de placer l'angle de pi sur 3. Je vais donc partir toujours d'ici et je vais prendre 2 parts de mesure pi sur 3.
Donc 1, 2. Je me retrouve ici. Donc, je vais utiliser la même méthode sur mon cercle final, sauf que, eh bien, je vais tracer uniquement le trait qui m'a servi à construire. Et donc, je repère que moi, mon point ici, il faut que j'aille chercher le milieu du rayon du côté négatif. Donc, je vais prendre ma règle et je vais prendre le milieu du rayon. Alors moi, mon cercle ici, le rayon va de 0 là à moins 2. C'est un rayon égal à 2. Donc, je vais me placer ici en moins 1 et je vais remonter parallèlement à l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Et je vais venir placer, alors normalement, c'est aligné avec A. Hein. Je vais venir placer le point de mon cercle ici, qui se situe dans la partie supérieure de mon graphique et qui a comme abscisse moins 1. J'ai donc le point B' qui se situe à cet endroit-là. Je laisse mes traits de construction qui sont le cercle et la droite qui va être parallèle à l'axe des ordonnées passant par ce point et celle d'équation x égale 0,25 pour tracer, pour placer le point B. J'ai donc mis en vert les points de base et en rouge leurs images. Donc c'est comme si j'avais eu le point A et le point B sur ma figure, que j'éteignais la lumière, que je rallumais et que ces points avaient été transformés en d'autres points. Le point A est devenu le point A', le point B est devenu le point B'. Dans la question 2, on passe à un cas plus général et on prend un nombre complexe, il s'écrit R exponentielle Iθ, R étant un réel strictement positif et θ un réel. Donc ici, j'ai bien une forme exponentielle puisque le R est strictement positif ici. Donc petit a, on me demande de montrer que la fixe image, Z' sera égale à 1 sur R exponentielle I pi moins θ. Donc Z', pour le calculer, je vais utiliser la formule de l'exercice pour calculer Z'. Z', c'est toujours moins 1 sur Z. Donc je vais remplacer Z par son écriture, ça me donne moins 1 sur R exponentielle Iθ. Ici, donc là je peux observer que j'ai une forme exponentielle puisque 1 sur R est positif, puisque R est positif. Donc j'ai bien une forme exponentielle ici. Donc là, il faut que j'en trouve une. Ce qui ne me plaît pas, du coup, il y a plusieurs choses hein, actuellement. Il y a un signe moins là, il y a une exponentielle qui est au dénominateur alors qu'elle ne doit pas y être. Donc je vais transformer l'écriture. Cela me donne quoi? Cela me donne moins 1 sur R multiplié par 1 sur exponentielle Iθ. Toujours pareil, si ça ne vous semble pas évident, pensez à l'autre sens. Lorsque j'ai une fraction multipliée par une autre fraction, cela revient à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, j'ai juste fait l'opération inverse. Et du coup, je me rends compte que j'obtiens moins 1 sur R fois 1 sur exponentielle Iθ, c'est exponentielle moins Iθ, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. 1 sur exponentielle Iθ, je peux recopier mon exponentielle en changeant le signe de l'exposant. Le problème, la différence entre ici et ici, c'est que là, j'ai bien une forme exponentielle et que là, non, pas encore, car devant, 1 sur R est positif, mais du coup, moins 1 sur R est négatif, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour quand je calculais ZB' et que je m'étais retrouvé avec moins 2 devant, eh bien, il va falloir que ce signe moins, je m'en débarrasse, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que moins 1 sur R, je vais dire que c'est 1 sur R qui a été en fait multiplié par moins 1 fois exponentielle moins Iθ. Je vais donc poursuivre mon calcul à côté. C'est donc égal à moins 1 pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais le remplacer par 1 exponentielle I pi.
Donc souvenez-vous, c'était l'écriture rouge et verte ici. J'avais placé -1 dans mon repère. Et je vais donc dire que ça donne 1 sur R fois 1 fois exponentielle IPi, donc exponentielle IPi, fois exponentielle moins I θ. Cette écriture m'embête. Hop, je la décale. Ce qui me donne 1 sur R exponentielle, je peux additionner les exposants, IPi moins I θ, et je peux factoriser par I, ce qui me donne 1 sur R exponentielle I pi moins θ. C'était ce qu'on me demandait de trouver. C'est donc fait. La question B est assez intéressante et pas forcément simple à comprendre. On me dit, est-il vrai que si un point M distinct de O étant l'origine du repère, donc M ne doit pas être O, pour l'instant il peut être partout. Si un point M appartient au disque de centre O et de rayon 1, alors petit rappel entre ce que c'est qu'un disque et un cercle, le disque ici c'est l'intérieur de la zone délimitée par le cercle. Le cercle, c'est que le trait que l'on voit tracé ici. Le disque, c'est avec l'intérieur. Donc on me dit, est-il vrai que si un point M appartient au disque qui est dessiné ici, donc à l'intérieur ici, sans appartenir au cercle, donc on considère l'intérieur, la zone qui est à l'intérieur, mais on n'a pas le droit d'être sur la clôture, là, qui clôture le cercle, donc on n'a pas le droit d'être sur le cercle ici. Alors, son image, donc si j'ai un point là-dedans, son image, quand je vais éteindre la lumière et rallumer, va se situer à l'extérieur de ce disque. C'est ça la question qu'on vous pose. Donc, est-ce que si j'ai un point M qui est à l'intérieur du disque, la question c'est est-ce que son image sera toujours à l'extérieur? Donc là, j'ai placé un peu n'importe où, hein. Mais donc je veux, si je suis dans cette zone ici, est-il vrai que tous les points de cette zone, donc sans être sur le cercle bien sûr, eh bien, leurs images vont être dans la zone autour de ce disque, mais pas dans le disque. Voilà la question. Donc cela nécessite de se représenter par rapport au nombre complexe, ce que veut dire cette situation géométrique. Un point qui serait à l'intérieur du disque. D'une manière complexe, qu'est-ce que cela veut dire sur son affixe? Un point M qui a pour affixe R exponentielle Iθ, eh bien, est à l'intérieur du disque si jamais son module, qui correspond au cercle sur lequel il se trouve, donc par exemple, moi, sur mon dessin, ce point-là, il est sur un cercle de rayon, voilà, sur ce cercle-là, qui a un rayon, du coup, plus petit que 1. Donc, tous les points qui sont à l'intérieur du disque ici ont des modules. Ce qu'ils ont en commun, c'est que leur module est plus petit que 1. Donc, M appartient au disque de centre O et de rayon 1. Alors, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais directement le dire. Si M appartient au disque de centre O et de rayon 1, mais n'appartient pas au cercle, ça veut dire que son affixe a pour module R, un R qui doit être inférieur à 1. Ok? Donc M a pour affixe Z égale ça, avec, bien entendu, on considère ici une forme exponentielle. Donc le R, on va le prendre strictement positif. Donc si M appartient au disque sans appartenir au cercle, ça veut dire que son module, le module de son affixe, est plus petite que 1. Il faut que je vérifie que le module de l'affixe de l'image est bien plus grande que 1, puisque être à l'extérieur du disque veut dire être sur un cercle qui aurait un rayon plus grand que 1. Par exemple, là où j'ai dessiné mon point, il est sur un cercle que je pourrais dessiner comme ça, dont le rayon est plus grand que 1. C'est ce qui fait que mon point
il aurait pu être n'importe où sur le cercle, c'est ce qui fait qu'il est à l'extérieur du disque vert. Donc je veux arriver à la conclusion que R, que plutôt le module de l'image de ce point-là, donc le module de Z', qui n'est autre que 1 sur R, eh bien j'aimerais bien que 1 sur R soit plus grand que 1. Donc petit rappel, si M a pour affixe R exponentielle θ, son point image a pour affixe 1 sur R exponentielle I pi moins θ. Donc moi, ce qui m'intéresse pour savoir si je suis dans le disque ou à l'extérieur, ça n'est absolument pas les arguments, ce sont les modules. Donc je ne vais m'intéresser qu'aux modules. Cette question ne traite que des modules. Donc si R est plus petit que 1 et qu'en même temps, il est bien sûr plus grand que 0, alors je peux dire que par passage à l'inverse, 1 sur R est plus grand que 1 sur 1. Et donc, j'ai que 1 sur R est plus grand que 1. Ce qui veut dire que le module de Z', donc, puisque 1 sur R, c'est le module de Z', le module de Z' est donc plus grand que 1. Géométriquement, cela veut dire que le point M' est à l'extérieur du disque. Donc, M' est à l'extérieur du disque de centre O et de rayon 1. On comprend un petit peu pourquoi on a exclu les points qui étaient sur le cercle, car pour eux, le module serait égal à 1, et donc le module du point image serait égal à 1 sur 1, donc serait encore égal à 1. Donc un point du cercle serait envoyé sur un autre point du cercle. Alors, dans la question 3, on introduit un cercle gamma de centre K d'affixe ZK égale moins 1,5 et de rayon 1,5. J'ai donc fait mon repère orthonormé direct. Donc j'ai représenté gamma qui est le cercle de centre K qui a pour affixe moins 1,5, donc qui se trouve ici sur mon axe des abscisses. On me demande de montrer qu'une équation cartésienne de gamma est x au carré plus x plus y au carré égale 0. Donc, je vais me poser la question qui est quel est le lien ici entre ma géométrie et mes x, y, voilà, que j'ai dans mon équation. Donc, x et y, ce sont, ça va être les coordonnées d'un point M de gamma. Donc, je vais prendre un point M sur gamma, soit M de coordonnées x, y, un point de gamma. Et donc, puisqu'on me demande une équation cartésienne de gamma, on me demande la relation qu'il faut entre x et y pour que mon point M soit sur le cercle gamma. Donc, je prends un point de gamma. Alors, d'ailleurs, je ne vais pas le prendre sur gamma, je vais le prendre n'importe où dans le plan, soit M, un point du plan. Et je vais me demander ce que ça veut dire que le point M, un point, je vais m'en sortir, il est tard, du plan. Je vais me demander ce que c'est pour le point M d'être sur gamma. Donc M appartient à gamma si et seulement si quoi? Si et seulement si la distance entre mon point M, par exemple s'il se trouve ici, mon point M, il est sur gamma à partir du moment où la distance KM vaut le rayon du cercle. Tous les points du cercle sont bien à une distance 1,5 du point K. Et inversement, tous les points qui sont à une distance 1,5 du point K sont sur le cercle. Donc,
M appartient à gamma si et seulement si la distance Km est égale à 1/2. La distance Km, je peux régler cette histoire avec soit des coordonnées cartésiennes en faisant de la géométrie comme j'aurais pu en faire depuis la seconde, puisque la distance Km, je peux la faire avec x et y en parlant de coordonnées, soit je peux parler de modules, de l'affixe, du vecteur Km. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, je peux faire les deux méthodes. Soit je passe avec les formules de seconde, donc les deux sont acceptées, bien entendu, un jour de bac. Km serait la racine carrée de xm moins xk au carré. Xm moins xk au carré, ça c'est un m, plus ym moins yk au carré. Ça, c'est la distance Km que vous avez vue en seconde dans un repère orthonormé, qui est égale à 1/2. Je peux donc remplacer avec ce que j'ai moi dans mon exercice. J'ai la racine carrée de xm moins xk. Xm s'appelle x, xk s'appelle moins 1/2. Donc x moins 1/2 au carré, plus ym c'est y, et yk c'est 0. Cela est équivalent à dire que x moins, donc plus 1/2, je vais retirer ma racine carrée, ce que j'ai le droit de faire parce que je suis sûr et certain que tous mes nombres ici sont bien positifs. J'aurai donc une équivalence. Ici, x au carré plus y au carré est égal à, donc si j'élève au carré ici, j'élève au carré ici, ce qui me donne 1/2 au carré. Ce qui me donne x plus 1/2 au carré, c'est une identité remarquable. Ça me donne x au carré plus le double produit 2 fois x fois 1/2. 2 fois x fois 1/2. 2 fois 1/2, ça donne 1, donc finalement, ça me donne x. Plus 1/2 au carré, 1/2 fois 1/2, 1/4. Plus le y au carré qui était ici, et cela est égal à 1/2 au carré, ce qui fait 1/2 fois 1/2, c'est-à-dire 1/4. Je termine mon calcul. Je vais retirer 1/4 des deux côtés. Je me retrouve avec x au carré plus x plus y au carré. Je retire 1/4, je retire 1/4, égale 0. J'ai donc que m appartient à gamma si et seulement si x au carré plus x plus y au carré égale 0, ce qui veut dire que mon équation de gamma est cette équation-là. Plutôt une équation de gamma est cette équation-là. Je repars sur la deuxième méthode qui aurait pu être faite en passant par les modules et les nombres complexes, en disant que la distance Km correspondait au module de Zm moins Zk, qui devrait être égal à 1/2. Zm, c'est l'affixe du point M. Si le point M a pour coordonnées x, y, ça veut dire que Zm a pour affixe x plus i, y. Je me retrouve donc avec le module de x plus i, y, Zm, à qui je retire Zk, Zk valant moins 1/2. Ce module doit être égal à 1/2. Ce qui est équivalent à dire que x plus i, y
y plus 1 demi en module doit être égal à 1 demi. J'ai donc ici à l'intérieur du module un nombre complexe dont la partie réelle est x plus 1 demi et la partie imaginaire est y. Je sais que le module d'un nombre complexe, partie réelle, plus i fois partie imaginaire, répond à la formule racine carrée de la partie réelle au carré, donc x plus 1 demi au carré, plus la partie imaginaire au carré qui est y au carré, et cela doit donc être égal à 1 demi. Me voilà revenu dans le calcul précédent où je vais développer l'identité remarquable ici et je vais, par les mêmes opérations, arriver à la fin à... Donc là, c'est juste pour vous dire que je ne vais pas recopier les mêmes calculs, il faudrait revenir un petit peu en avant dans la vidéo et reprendre de cette étape-là. Vous arriverez à la fin à ce qui était demandé, c'est-à-dire que x au carré plus x plus y au carré est égal à 0. On a donc que m appartient à gamma si et seulement si x au carré plus x plus y au carré est égal à 0. J'ai donc une équivalence entre les deux, ce qui veut dire que cela représente bien une équation cartésienne de gamma. Dans la question B, on me dit soit z égale à x plus y avec x et y non tous les deux nuls. Alors déjà, x et y, ce sont des nombres réels, et on ne veut pas qu'ils soient tous les deux nuls, ce qui veut dire qu'on ne veut pas qu'ils soient égaux à 0 en même temps. C'est-à-dire que x peut tout à fait être égal à 0, mais dans ce cas-là, y ne vaut pas 0. De même, y peut être égal à 0, mais dans ce cas-là, c'est x qui ne vaut pas 0. On ne veut pas qu'ils soient tous les deux nuls. Déterminer la forme algébrique de z'. Donc z', c'est l'image de z, c'est donc moins 1 sur z, la formule qui va me permettre de le trouver, et je veux sa forme algébrique. Je veux donc arriver à la fin à un nombre réel plus i fois un nombre réel. Ces nombres que je veux obtenir à la fin, je veux qu'ils dépendent effectivement de x et de y. Je vais donc remplacer, puis faire mon calcul. 1 sur z me donne 1 sur x plus iy. Les techniques ne changent pas. Ce n'est pas parce que x et y sont écrits sous cette forme-là que je vais changer ma méthode. Pour ne plus avoir de i au dénominateur, je vais multiplier par le nombre complexe conjugué au numérateur et au dénominateur. Donc x moins iy, et au dénominateur, je me retrouve avec x plus iy multiplié par son conjugué, x moins iy. Cela me donne moins, alors une fois x moins iy, ça me redonne x moins iy, divisé par, là j'utilise la formule qui me dit qu'un nombre complexe fois son conjugué, ça me donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça m'évite de tout développer, ce qui me fera arriver au même résultat, mais en plus d'étapes de calcul. Je me retrouve donc avec mon dénominateur x au carré plus y au carré, et je me retrouve au numérateur. Là, j'ai un moins devant ma fraction. Je peux développer ce moins 1, ça fait moins x, moins y, donc plus iy. Mon but étant d'avoir une forme algébrique. Je vais donc maintenant travailler pour obtenir un nombre réel plus i fois un autre nombre réel. Comme je l'ai déjà fait, ce type de calcul avec des applications numériques, ça ne m'étonne pas. Je vais couper ma fraction en deux. Je vais obtenir moins x sur x au carré plus y au carré plus, et là je vais obtenir du coup
i fois y, donc je vais garder le i pour l'écrire derrière ma fraction. Donc x au carré plus y au carré fois i. J'obtiens donc pour z' que la forme algébrique est celle-là. En effet, pour avoir une forme algébrique, il faut bien que je vérifie que ce soit sous la forme a plus ib ou a plus bi, ce qui revient au même, avec a et b qui sont bien des nombres réels. X est un nombre réel, donc moins x aussi. X au carré est donc un nombre réel, y au carré aussi. Au passage, ici, x et y ne valaient pas tous les deux 0 en même temps, hein, donc ça, mon dénominateur ne vaut pas 0, tout va bien. Bref, un nombre réel divisé par un autre nombre réel me donne un résultat réel ici. Ici, c'est la même chose, y est réel, le dénominateur est un nombre réel non nul, donc cette fraction existe bien ici, et puis en plus c'est un nombre réel. Donc j'ai mon a qui vaut moins x sur x au carré plus y carré, et j'ai mon b qui vaut y sur x carré plus y carré. J'ai donc ici une forme algébrique, et donc c'est la forme algébrique de z'. On me présente un point M de gamma, donc du cercle, hein, mais qui est distinct de O. Donc on s'interdit, puisque le cercle passe par O, on s'est interdit pour M qu'il soit en O. Donc il peut être partout ailleurs sur le cercle. Eh bien, on me demande de montrer que son image, par la fonction f, ça va être un point qui va se trouver sur la droite d'équation x égale 1. Alors la droite d'équation x égale 1, c'est celle-là, hein. Voilà. J'ai tout effacé, c'est pas bien grave. Hop, ça c'est la droite d'équation x égale 1. En effet, tous les points qui se situent sur cette droite, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur x vaut 1, tout simplement. Donc, on me demande de montrer que n'importe quel point qui serait sur le cercle, sauf O, son image, donc quand j'éteins la lumière et que je rallume, le point se situe désormais, donc le point M', se situe sur cette droite que j'ai tracée en vert. Alors, si un point M est sur ce cercle, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du cercle. Donc, M appartient à gamma, donc sauf O. Donc, ça veut dire que ces coordonnées vérifient x au carré plus x plus y carré égale 0. Donc, M est un point de gamma. Distinct de O. Donc, x au carré plus y au carré égale 0. Bien entendu, M, je reprends, qu'il a comme coordonnées x et y. Donc, je prends un point M de coordonnées x, y. M est un point de gamma distinct de O. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du cercle gamma. Mon but va être de prouver que, obligatoirement, Z', donc qui correspond à la fixe de M', va être, donc M' va être sur cette droite, ce qui veut dire que Z', qui est la fixe de mon point M', eh bien, je vais vouloir que sa partie réelle, puisque je veux que M' est comme abscisse 1, je veux donc que la partie réelle de Z' soit égale à 1. Si cette partie réelle ici vaut 1, cela veut dire que lorsque je placerai mon point M', je le placerai obligatoirement sur la droite verte. À quel niveau de la droite verte? Ça dépendra du nombre que j'aurai trouvé ici. Mais dès que ce nombre-là vaut 1, cela veut dire que mon point M' sera situé sur la droite verte. Donc, moi, mon but final, c'est de prouver que ce nombre moins x sur x au carré plus y au carré est forcément égal à 1 si jamais M était sur le cercle. Donc, être sur le cercle gamma, c'est dire que x au carré plus y au carré vaut 0.
Donc, cela veut dire quoi? J'essaie d'obtenir cela. Cela veut dire que x au carré plus y au carré, j'essaie d'obtenir des choses qui ressemblent, cela doit être égal à moins x. J'ai retiré x des deux côtés. Donc, cela veut dire que, ici, si je divise par x au carré plus y au carré, ce que j'ai le droit de faire, car x au carré plus y au carré ne vaut pas 0, pourquoi est-ce que x au carré plus y au carré ne vaut pas 0? Eh bien parce que x et y n'avaient pas le droit d'être égaux à 0 en même temps, puisque sinon mon point M est en fait le point O. Donc comme on m'a dit que M était distinct de O, les coordonnées ne sont pas 0, 0. Donc ça veut dire que comme les coordonnées ne sont pas 0, 0, x au carré plus y au carré ne peut pas valoir 0, puisque soit x, soit y ne vaut pas 0, et donc son carré non plus. Je peux donc diviser par x au carré plus y au carré. Cela me donne du coup 1 de ce côté-là, et ici je me retrouve avec moins x sur x au carré plus y au carré. Donc là je mets quart. X au carré plus y au carré est différent de 0. J'obtiens donc ce que je voulais, que moins x sur x au carré plus y au carré soit égal à 1, ce qui veut dire que z' qui est écrit ici, donc z' sera forcément égal à 1, puisque je viens de dire que cela vaut 1, donc sera égal à 1 plus y sur x au carré plus y au carré fois i. J'ai donc bien que la partie réelle de z' vaut 1, ce qui veut dire que mon point M', qui a pour affixe z', son abscisse sera égal à 1. Donc, l'abscisse de M' est 1. Donc, M' appartient à la droite d'équation x égale 1. Voilà pour cet exercice.